bienvenue pour ce live de l'été. Ouais, Ce sera le seul live qu'on fera, l'unique. l'unique, vu que les sorties se sont calmées là maintenant. Mm. Les prochaines sorties c'est mi-août. Donc peut-être qu'on fera un live début septembre, on verra. Mais voilà, donc on va vous présenter quelques coups de cœur qu'on a eu dans nos lectures Ouais. plus ou moins récentes. Parce qu'on rattrape toujours un peu des petits trucs qui sont sortis à droite à gauche. Quand on a le temps. Voilà, parce qu'on n'a pas le temps. Hein. On a le temps de rien faire. Mais ouais, il y a quand même quelques trucs à présenter, donc ça va être sympa. Ouais, il y a quand même quelques trucs assez cool. Mm. Donc voilà, bah attends, il y a un peu de monde Ouais. qui viennent. Trouver alors personne, de toute façon c'est les vacances. Tout le monde s'en fout, Il va y avoir quelqu'un qui va passer. mais c'est pas grave, il y aura le replay. Voilà, je Ah. savais qu'il y aurait Céline pour nous accompagner. Bonjour Céline. Salut. Salut. Bon. Une spectatrice, c'est suffisant. Une spectatrice c'est suffisant pour commencer. Non mais voilà, c'est vrai que les sorties sont assez calmes là ces derniers temps. C'est même très calme, c'est un peu Ouais, c'est très très calme. le désert. Il y a même pas beaucoup de nouveautés en fait. Non. Qui sont sorties, c'est beaucoup Non. des suites. Ouais, ils ont un peu rush les suites et. Mais là, Je pense qu'ils gardent je vais avoir un titre à vous présenter qui sort, alors qui sort officiellement demain, mais qui est déjà arrivé chez nous parce que forcément on reçoit un peu les sorties en avance. Et je l'ai pas fini, c'est un gros pavé, je vais vous le présenter un petit peu après, mais gros kiff de lecture pour ma part. Salut Pierre. Salut Pierre. Salut, alors putain, et vraiment je deviens vieux, alors j'achète des loupes. Brahim. Abri Brahim, bienvenue à tous, Bonjour, installez-vous Célian. confortablement. Bonjour. Voilà, on est en sous Swifty, c'est très bien. Eh ben écoute, je vais attaquer sans plus attendre comme ça. Voilà, ça va faire venir les gens en plus. Je vais commencer, je vais vous parler de Run to Heaven, un manga français, ici, qui a été fait par Tohan, un artiste que je ne connaissais pas du tout. Bon, de toute façon, en même temps, j'y connais pas grand chose, donc de toute manière, c'est pas comme si c'était une découverte. Donc un manga à la française qui se passe alors dans notre monde, mais sur une île fictive. Dont on n'a pas vraiment. Alors c'est. Ouais, si elles ont des noms, c'est ça. Et donc des îles fictives qui sont en guerre, dans lesquelles il y a un conflit qui prend de plus en plus d'ampleur en fait, mais qui fonctionne un peu pas en sous-marin, mais un peu comme pendant la guerre froide. C'est vraiment un truc de tension diplomatique. Voilà, il y a des coups un peu qui sont joués. Ça m'a beaucoup fait penser en fait à la Corée du Nord, Corée du Sud. Ok. Cette espèce de guerre froide. On sait pas vraiment ce qui se trame. On sait pas vraiment ce qui se trame. Et on sait d'autant moins ce qui se trame que dedans on va suivre donc Faye, qui est la jeune héroïne ici, qui est en train de courir, qui est vraiment une jeune fille, une jeune adolescente qui n'a qu'une seule passion dans la vie, c'est la course. Elle adore courir, c'est vraiment ce qui l'a fait vibrer tout le temps. Et ça tombe bien parce qu'il y a la fête du sport qui est organisée, qui est censée être un moment convivial, un moment de paix, d'amour autour du sport entre les îles du Nord et du Sud, mais pas que. Et donc, eh bien, elle se dit, je vais participer à ça, à ces Jeux mondiaux justement, pour bien montrer à tout le monde ce que je vaux en tant que coureuse. Même si c'est pas forcément son truc, elle n'a pas forcément l'esprit de compétition. C'est vraiment une héroïne assez classique de manga, j'ai envie de dire. Elle a ce rêve, elle adore courir, c'est vraiment sa passion. Elle ne vit que pour ça. Elle se fait harceler, elle est beaucoup moquée parce que du coup, elle est un peu étrange, elle est vraiment dans son monde. Elle écoute beaucoup de musique aussi, du hard rock. Tu vois, il y a une cassette par exemple où c'est marqué Run to Heaven Volume 1. Donc là, il y a une cassette. En fait, la musique fait vraiment partie intégrante de l'univers de Run to Heaven. Elle est toujours avec ses écouteurs dans les oreilles, en train d'écouter des cassettes. Donc c'est assez sympa. Alors les cassettes pour les jeunes, c'est ce qu'on utilisait avant les CD. Hein, tu vois ce que c'est une cassette à nous? Quand même. Je sais pas, moi, je suis vieux. Je me rends pas compte. Moi, tu vois, dans les live manga, je prends la place de Fred, tu vois. Donc c'est oui, vieux c'est du ça. coin, tu vois, qui connaît tout. Donc ça commence en fait assez classiquement, j'ai envie de dire, comme un shonen. C'est-à-dire que voilà, Faye, c'est une héroïne très naïve, débordante d'énergie, qui veut courir, qui fait vraiment ça tout le temps, qui court pieds nus d'ailleurs, mais très vite. Passer la moitié du tome, il va vraiment se passer quelque chose qui fait basculer le récit, et on part sur vraiment un truc beaucoup plus tragique, beaucoup plus sombre, avec une ambiance qui devient plus pesante, plus lourde. On est moins là pour rigoler. Et j'ai énormément apprécié justement ce changement de ton qui s'opère dans le récit, parce que c'est juste très réussi, ça marche très bien. On passe de ces débuts très naïfs avec donc cette jeune fille Faye qui a une très bonne relation, merci Céline,
qui a une très très bonne relation avec son père, un père qui est infirme à cause d'une maladie, et une mère qu'elle ne voit quasiment pas parce que sa mère est une militaire. Les dessins sont fabuleux, je ne sais pas Les si vous dessins, le ils voyez. sont beaux, hein. Ils sont très très beaux, Toine est incroyablement doué. Ça me fait beaucoup penser à des vieux dessins, enfin des Oui, vieux c'est ça, films ça fait d'animation penser aussi. un peu plus vieux manga, Ouais. genre les années 80. Quoi. Ouais, ça me fait penser un peu, il y a un peu de Akira, je trouve, Ouais. dedans, dans le style visuel. De fou. Il y a beaucoup d'énergie, ça a vraiment une patate folle. Et donc vraiment, ce changement de ton qui s'opère à un moment donné, ce shift, où on passe vraiment, j'ai presque envie de dire, du rire aux larmes, tout d'un coup et d'un coup d'un seul, Ouais. juste c'est brillant. C'est hyper bien maîtrisé dans la narration, c'est hyper agréable avec les dessins qui sont vraiment magnifiques. Vraiment, Tohan, il a réalisé un super taf. Donc c'est un tome 1, j'ai très très hâte de lire la suite, de voir jusqu'où ça va nous emmener. Ça brasse vraiment beaucoup de sujets, mais surtout cette perte de l'innocence face à la guerre. Qui est vraiment, donc on comprend pas les tenants, les aboutissants de cette guerre, et la seule chose qu'on va capter, c'est vraiment à quel point les civils sont pris au milieu de ça et vont être les principales victimes et se faire dégommer en fait. Ouais. Dégommer physiquement, mais psychologiquement surtout quoi. Où ils n'arrivent pas à vivre tranquille sur leur île, une île qui est paradisiaque pourtant, mais ils n'arrivent pas à vivre dessus tranquille. Le stress constant, Le stress de savoir constant. qu'on est en temps de... C'est ça. Et j'ai envie de dire, avec la situation actuelle dans le monde, ça nous permet aussi d'être un peu plus en empathie, je pense, avec ce qui se passe dans le monde. Et ouais, il y a des premières pages qui sont en couleur, mais alors, le travail sur la colorisation, mais vraiment, c'est incroyable. Le format est aussi un peu plus grand que ce qu'on a l'habitude. Je vais vous montrer. Voilà, typiquement, donc c'est vraiment plus large. Et c'est pas mal parce que du coup, on apprécie d'autant plus les pages qu'a réalisé Toan, je trouve. Donc vraiment, Run to Heaven, je vous le conseille. Alors il est sorti déjà depuis un petit moment, hein. Nous on l'a référencé il y a quelques temps sur le site, mais ça fait déjà bien un petit mois qu'il est sorti. Donc on l'a référencé sur le site et je vous le conseille vraiment très très fortement. C'est vraiment une grosse, très très bonne lecture, une excellente lecture. Puis c'est ambitieux un peu aussi. Quand même. Et c'est assez ambitieux ouais, dans ce qu'il essaie de faire. Hein. Ouais, j'ai très très hâte de lire la suite. Le manga français c'est sympa un peu. Ouais. Ça met de la diversité parce que... Je trouve qu'on retrouve beaucoup un peu les mêmes types de récits, c'est facile d'entrer dans le manga avec de la fantasy et du shonen simple. Et là c'est sympa que la France se mette aussi à faire des trucs un petit peu plus ambitieux en vrai. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il faut que je le lise. Ouais, non mais vraiment je te le conseille énormément. Donc Run to Heaven, puis la couverture est vraiment magnifique. Je sais pas si on trouve la jaquette. Je le dessin classique en dessous de la jaquette. Ouais. Bah, ça va devenir un peu notre jeu, de dérouler la jaquette. De regarder sous les jaquettes. Parce que moi je suis un couillon, je lis avec la jaquette. Donc, ça me glisse entre les doigts, ça me gonfle. Moi aussi je lis avec les jaquettes tout le temps. Donc voilà, Run to Heaven c'est mon premier titre que je vous présente et c'est vraiment un gros coup de cœur, je vous le recommande très fortement. Allez, à toi. Allez, à moi de vous parler de quelque chose, je sais pas trop par quoi commencer. T'as tellement de trucs. Ouais. Je vais vous parler d'un petit shoujo que j'ai lu. Alors j'avais lu le tome 1 qui était sorti déjà en début d'année, je crois. Donc il a dû sortir peut-être en février, mars, par là. Même pas, je sais pas. Et le tome 2 qui est sorti très récemment, dans le courant du mois de juillet, je crois, ou fin juin. Et donc j'ai pu rattraper ma petite lecture. J'ai lu les 2 tomes et c'est très sympa. On est donc sur de la romance. Moi j'adore. Et on va suivre une jeune fille donc, qui est déjà à la fac en fait, qui est donc un petit peu plus grande. Ça change un peu des shoujo, lycée, premiers amours, tout ça. Là c'est pas forcément le cas. Et elle va rencontrer, sa pote va lui dire viens on sort, truc machin. Elles vont aller en boîte et elle va rencontrer un mec là-bas. Et sauf que au lieu d'avoir un énorme crush sur lui ou qu'il ait un énorme crush sur elle, ils vont plus ou moins bien s'entendre. Ils vont devenir potes en fait. Et lui, il va lui dire, mais tu sais quoi, tu crois au grand amour, moi je vais te brancher avec des gars et des potes à moi, on va y arriver, tu vas trouver ton âme sœur. En gros, ça part un petit peu comme ça. Et après, ça suit quand même les schémas et les thèmes classiques d'un shoujo et tout ce qu'on peut retrouver dans les shoujo entre les deux. Mais c'est sympa, on explore des relations un petit peu plus matures, avec des personnages plus matures aussi. Il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de malentendu, d'hésitation, on passe 5 ans à se demander qu'est-ce qu'on veut, qui veut quoi, et ils se parlent entre eux et c'est sympa. Et c'est un Friends to Lover dans tout ce qu'il y a de plus classique, mais vraiment bien fait, bien exécuté. Les dessins ils sont super jolis, ils sont très clairs, très précis, très, très fins. Et les personnages sont bien attachants aussi. Donc voilà, après pour l'instant l'histoire... C'est un peu dans ce qu'il y a de plus simple. Le tome 1, il annonce plus ou moins un petit triangle amoureux, mais en fait, ça déboule même pas trop là-dessus. Et c'est vraiment plus
l'approfondissement d'une relation qui est deux personnes qui s'entendent très bien en fait et qui ont une certaine connexion et donc qui deviennent amis. Et ensuite, l'évolution de cette relation-là en amour et en... Voilà. C'est que de la romance hétérosexuelle, il n'y a pas de personnage C'est secondaire. que de la romance hétérosexuelle. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes. Oui, Et voilà, mais il y a une héroïne en tout cas qui sait bien ce qu'elle veut, qui elle est claire et nette dans sa tête. C'est moi, je veux trouver mon âme sœur, donc ça l'intéresse pas en fait de sortir avec quelqu'un si c'est pas le coup de foudre immédiat ou si elle a pas de papillon dans le ventre et tout ce qui suit. Et elle, vraiment, elle s'accroche à ça en fait et ça lui tient à cœur et donc. Les dessins sont très beaux. Et c'est sympa, les dessins sont très très jolis. Il y a des beaux designs de fringues. Et puis on sent qu'il y a des... Enfin voilà, les personnages ils sont très bien développés, ils sont creusés. En même temps, comme c'est un slice of life et qu'il n'y a pas d'énormes intrigues, c'est un peu tout ce qui prend place dans ce manga, donc c'est ça qui est sympa aussi de retrouver dans ces... Moi c'est ce que j'adore dans beaucoup de shoujo slice of life, c'est l'approfondissement des personnages. Et je trouve que donc on leur apporte des... Ils ont plusieurs couches, ils ont des complexités et c'est vraiment sympa de les suivre à travers ces histoires-là. Et donc voilà, c'est une lecture détente, c'est vraiment tranquille et chouette. Mais j'ai bien aimé, en tout cas j'ai hâte d'avoir la suite aussi. Je sais pas si c'est une trop longue série ou pas, je crois pas. De toute façon, c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué et puis j'ai pas regardé donc. mais ouais, voilà. 2 tomes pour l'instant, donc commencer, dispo sur Excalibur Manga évidemment. Simple, mais voilà, ouais, lancez-vous, c'est vraiment chouette. Si vous voulez une petite romance sympa qui change un peu des. Ça reste accessible à tous les âges, je pense, et puis. Mais voilà, ça change un petit peu des niaiseries des premiers amours que j'adore quand même, mais mais voilà, ça change un petit peu, c'est sympa. Ok. Merci Anouk. Bon écoute, je vais parler de Tsugai. Je vais vous parler de Tsugai dont le tome 4 vient de sortir il y a quelques semaines. Je crois qu'il est sorti en même temps que les carnets de l'apothicaire, le tome 13. Ouais. Donc c'était vraiment toute fin du mois de... C'était début du mois de juillet. C'est ça. Donc j'ai pas encore lu moi le tome 4. J'ai à peine lu le tome 3 en fait cette semaine et je voulais lire le tome 4 mais j'ai pas eu le temps. Tsugai c'est la nouvelle création de... Alors attendez que je bouffe pas son nom. Hiromu Arakawa. Ouais, c'est ça. Voilà, comme je le dis bien. C'est pas bien entraîné. Donc Tsugai c'est la nouvelle création de Hiromu Arakawa, la créatrice de Full Metal Alchemist. Un shonen qu'on adore, je crois que c'est notre shonen préféré à tous les deux. Ouais, moi c'est... J'avais pas lu beaucoup les mangas et des shonen, mais alors Full Metal Alchemist, si vous avez jamais lu, il faut foncer dessus parce que c'est de la bombe. Et donc Tsugai, c'est sa nouvelle création, et on sent qu'avec ça, alors elle avait déjà fait d'autres trucs, hein, elle a fait notamment Arslan, et puis elle avait fait Silver Spoon aussi, que je n'ai pas lu. Arslan, elle faisait que les dessins, je crois. Elle faisait que les dessins, c'était pas elle qui faisait le scénario. Là, elle fait le scénario. Mais Silver Spoon, je crois que c'est elle qui faisait tout. Peut-être. Dessus. Ouais, et on sent clairement qu'avec Tsugai, elle essaie de recréer un peu la magie de Full Metal Alchemist, parce que ça parle aussi de relations familiales, de fratrie, parce qu'ici on va suivre un frère et une sœur. Donc ça va être Yoru et Asa. Yoru c'est un jeune garçon, Asa c'est une jeune fille. Et Yoru est censé protéger Asa dans un petit village parce que Asa, il y a toute une légende qui se crée autour d'elle, comme quoi elle pourrait être dangereuse ou qu'un démon pourrait essayer de venir la choper. Donc il y a vraiment une protection avec ça. On va découvrir tout un univers qui, un peu à la même façon que Full Metal Alchemist, j'ai envie de dire, se développe vraiment par échelon, c'est-à-dire par cercle. On découvre au fur et à mesure des trucs qui s'étendent, donc ça c'est assez sympa. Ça, c'est cool. Voilà, donc c'est vraiment sur des démons qui agissent toujours en binôme, qui sont liés à un être humain et qui vont un peu se battre pour lui, le protéger, mais qui font un peu canaliser parce qu'ils peuvent parfois être un peu virulents, dirons-nous. Et alors c'est sympa, c'est surtout très surprenant en fait. On est un peu déstabilisé par la lecture des 2 premiers tomes parce que donc on commence dans un village qu'on penserait être Japon féodal assez classique. Et très vite après, on va se rendre compte qu'il y a des mecs qui arrivent avec des armes à feu. Donc déjà, on se dit, what the fuck. Et en fait, on découvre donc qu'il y a vraiment il y a tout un discours en fait sur les traditions ancestrales avec ce village qui est niché dans une montagne. Et en fait, un monde moderne juste en dessous qui est la ville, les villes modernes qu'on connaît de Tokyo par exemple, ou ce genre de choses. Donc c'est assez... c'est très déstabilisant et c'est déstabilisant dans tous les sens parce que pareil, elle nous introduit à cet univers des Tsugai sans forcément beaucoup nous expliquer les règles. Et les mécanismes de cet univers, ça va être à nous de les comprendre au fur et à mesure de la lecture. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Alors je vais pas trop en révéler parce qu'en fait il y a un gros twist qui arrive dès le départ, qui est assez sympa. Donc faut pas trop que j'en révèle. J'aurais peut-être dû prendre le tome 1 d'ailleurs entre les mains. Mais au niveau des dessins, on sent clairement, c'est la patte, c'est sa patte. Hein. C'est ouf, c'est vraiment ouf comme on reconnaît son style direct. Mais je trouve que ça marche vraiment bien.
C'est hyper cool. C'est pas une grande série pour l'instant, c'est un peu comme Full Metal, c'est un peu un diesel le truc quoi. Tu sens que ça prend son temps, que ça se met en place au fur et à mesure. De toute façon, même dans Full Metal Alchemist, Arakawa ça a jamais été une mangaka à écrire des trucs avec beaucoup de superflu en fait. C'est très brut, c'est très simple. Oui. Et Full Metal, cette simplicité, elle a été exceptionnelle de A à Z. Et donc effectivement, ça met un peu de temps à démarrer. Et je pense que comme tu dis, alors je sais pas si c'est le cas là, mais dans Full Metal, c'est beaucoup tu découvres le monde à travers les yeux des protagonistes. C'est ça. Et donc comme tu les vois grandir par exemple, et ouais, c'est de plus en plus conséquent, mais c'est ça. Ouais, un diesel quoi, c'est ça. Sur la longueur. Et il y a notamment en fait deux personnages qui se perdent de vue pendant de longues années. Et donc quand l'histoire commence justement, un des personnages revient dans la vie de l'autre et elle peut pas tout lui expliquer d'un coup en fait. Donc ça va vraiment être par bride. Et donc elle en sait beaucoup sur les démons, sur les Tsugai. Et donc elle va devoir expliquer un peu comment ça se passe et tous les mécanismes, mais c'est pas fait de manière lourde, ça va vraiment être fait au fur et à mesure. Non. Donc c'est vraiment intelligemment construit, je trouve, et c'est très intéressant. J'ai vraiment, en fait, je suis très curieux à chaque fois. C'est ça, en fait, c'est efficace, c'est assez simple, c'est efficace, c'est bien fait, et juste c'est bien fait. Donc pour l'instant, ça tape pas dans l'excellence, mais c'est bien fait. On a envie de découvrir, d'en lire plus, d'en savoir plus sur cet univers et comment est-ce qu'il fonctionne, et puis juste de continuer à suivre Yuru et Asa parce que c'est des personnages assez intéressants. Ils ont vraiment des motivations qui leur sont propres. Ils naviguent chacun dans des sphères assez différentes finalement. Et on sent quand même qu'il y a un grand amour entre eux. Donc là-dessus, elle est très très forte encore une fois pour écrire ces relations-là. C'était déjà le grand talent de Full Metal. Et là, c'est un petit peu pareil. Mais c'est des personnages qui sont plus froids. Parce que c'est pas des jeunes gamins. Là, il y a une. Asa est jeune, mais Yuru est déjà assez grand. Ouais. Donc on n'est pas sur le même type de personnage non plus. Donc vraiment Tsugai c'est vraiment une chouette lecture, je vous le recommande très fortement. Surtout si vous avez kiffé Full Metal en fait et que vous voulez prolonger un peu et découvrir un autre univers que la créatrice est en train de faire. Elle a l'air quand même de vachement s'éloigner de l'univers de Full Metal par contre, elle crée un truc. Ah oui, c'est plus du tout pareil. Puis c'est pas, c'est cool ça. On verra après parce que c'est toujours pareil, ça a mis du temps à apparaître dans Full Metal mais toute la dimension politique de Full Metal était quand même vachement intéressante. Je pense que ça va quand même arriver mais que ça va être sur un jeu assez différent. Mais avec ces démons, il y a vraiment un truc derrière, je trouve qu'il y a une belle incarnation, c'est vraiment très très réussi. Donc, en tout cas, on connaît la patte de l'artiste. Ah ouais, complètement. Donc là, il y a 4 tomes qui sont sortis pour l'instant. Il y a un collector pour le tome 4 qui est dispo sur Excalibur Manga. Avec des stickers. Avec des stickers, ouais. Et le vert est très très beau là. Ça rend pas forcément sur le live, mais il y a des couleurs à chaque fois. Je trouve que les dos, on les voit bien. Ouais. Ça fait partie. C'est une jolie collection. Ouais. C'est une belle collection, franchement. Ça pète. Alors. Je pense que je vais vous parler du gros coup de cœur que j'ai eu de mes récentes lectures et c'est Double de Ayako Noda. Alors il me faisait de l'œil depuis quelques temps juste via la couverture. Pour l'instant il y a 4 tomes qui sont sortis, 5 au Japon et c'est encore en cours de publication. On ne sait pas trop combien de tomes ça va faire mais c'est une autrice qu'on a déjà vue dans beaucoup de josei et de shonen ai, enfin des boys love et donc voilà. Là on est sur... c'est un josei, c'est un josei, donc c'est plus pour un public soi-disant féminin, un peu plus âgé que pour les shoujo. Moi je pense que c'est ça, c'est un peu seinen, tout ça, c'est-à-dire que ça peut vraiment plaire à tout le monde. On va suivre ces deux personnages-là. Je sais pas trop comment les qualifier parce que leur relation elle est extrêmement complexe en fait, et elle a plusieurs dimensions, et pour l'instant on n'en sait pas plus que ça. Mais tous les deux, ils sont dans le théâtre, ils sont acteurs, ils sont comédiens. Et ils rêvent plus ou moins de devenir des grandes stars de cinéma. Et t'en as un qui agit plus ou moins, je crois qu'il s'appelle Yuji, c'est ça ? Eugene. Ouais, Eugene et Takara, ok. Et Eugene, il agit un peu comme un mentor pour Takara. Et c'est-à-dire qu'en fait, tu te rends très vite compte que Takara, il est excellent dans ce qu'il fait. Mais qu'il est un peu perdu, il est un peu particulier en fait, il a un caractère très particulier et donc il a du mal à se débrouiller tout seul sur un tournage ou quoi, et il a besoin en fait de Eugene et de ses indications. Et par exemple, quand il va réviser un texte, en fait c'est Eugene qui va lui lire le scénario, c'est comme ça que Takara va l'apprendre, sinon il l'apprend pas quand il le lit tout seul. Et en fait c'est plus ou moins, il reproduit les mimiques de Eugene, tout ce que Eugene est, en fait Takara il va le devenir sur scène en encore meilleur, presque. Et Eugene, il agit plus ou moins comme un manager pour Takara. Et donc il y a cette relation un peu de codépendance entre les deux qui est hyper intéressante parce que Eugene, lui, son plus grand rêve en fait, c'est de voir Takara devenir un grand comédien, de faire des grands titres. Il le pousse, il l'emmène dans des agences, il lui dit mais t'es trop fort, enfin t'as une prestance, tu vas y arriver, ça va être génial.
Mais en même temps, lui, il abandonne pas son rêve pour autant, et il veut pas qu'on l'appelle manager, il dit non, moi je suis pas son manager, moi je suis un comédien, moi aussi, truc, machin. Et sauf qu'en fait, pour l'instant, il agit plus en doublure qu'en réel comédien, à part au théâtre. Et donc, il y a une dimension un peu particulière, parce que les deux, ils vivent ensemble aussi. Et c'est là qu'on sait pas trop, tu sens qu'il y a beaucoup de... Enfin, qu'ils sont très fusionnels. Donc on sait pas s'ils sont amoureux, s'ils sont amis, si c'est compliqué. Mais ouais, ils vivent ensemble et ils font tout ensemble en fait. Et ils vivent un peu l'un aux dépens de l'autre. Et d'ores et déjà, dès le tome 1, on voit que cette relation, elle est un peu toxique en fait. Qu'il y a enfin, c'est de la codépendance, donc c'est un peu malsain. C'est-à-dire que tu te demandes comment est-ce que l'un peut s'en sortir sans l'autre en fait. Et autant Eugene, c'est un personnage que je pense qu'on peut se voir se débrouiller un peu tout seul, autant Takara, il dépend tellement de Eugene, parce que en fait, t'as l'impression que sans lui, il est pas capable de jouer sur scène, alors que dès que Eugene le pitch un peu et lui dit... En fait, il sait trouver les mots, il sait lui parler, il sait lui dire ce qu'il a besoin d'entendre, et lui mettre des situations un peu loufoques en place pour qu'il comprenne les rôles qu'il va incarner. Et donc voilà, c'est hyper intéressant. On voit aussi toute une dimension du coup sur le théâtre, le cinéma, qui est vachement sympa, qui est hyper chouette. Et c'est des dessins qui sont super vivants. Ayako Noda, elle est trop forte. C'est-à-dire qu'à des moments, c'est très brouillon. Et puis d'un coup, c'est hyper précis. Et t'as l'impression... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais t'as l'impression que c'est du mouvement limite en fait. T'es en train de regarder une série ou un film. C'est sublime. Il y a peu d'ombre globalement. Quand il y en a, souvent c'est sur des scènes un petit peu plus donc sombres, ou quand ils jouent, ou quand tu les vois tous les deux ouais voilà, typiquement des scènes comme ça où tu sens qu'ils se pitchent l'un et l'autre, mais que c'est tellement intense en fait comme relation. Et ouais voilà, je sais pas quoi vous dire, mais vraiment lisez-le parce que ça m'a chamboulé en fait de lire ce manga. J'ai pas encore lu la suite. Donc je sais que dès que j'en ai l'occasion, je vais foncer lire tout ce que je peux lire. Et même, je pense, les autres œuvres d'Ayako Noda, parce qu'en fait, il paraît qu'elle est très bonne dans tout ce qu'elle fait. Et moi, je suis en débutante, là, je connais pas du tout. Donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. Mais que ce soit... Alors c'est le Lézard Noir qui a édité ça. Encore une fois, un beau livre. Un beau livre. Il n'y a pas de jaquette. Non. Mais c'est de la bonne qualité. Il est... Ouais, le papier est bien épais, c'est agréable au toucher. C'est ça, il est super beau, il est en grand format aussi, si pareil, si je vous le compare avec un autre, c'est comme ça, donc voilà. Moi je sais que je pense que c'est probablement la prochaine collection que je vais me faire, parce qu'ils sont trop beaux, et que... Non, vraiment, c'est... Ouais, et puis en fait, il y a un côté super sombre et glauque, en fait, apporté à cette histoire. Et... Ça me fait penser à pas mal de films qu'il y a pu avoir sur ce genre de sujet, enfin Body Double, Black Swan plus récemment. Ouais, non mais voilà, vraiment c'est cette ambiance-là en fait. Je pense qu'il doit y avoir un twist derrière aussi. Ouais, à mon avis, je sais pas trop où ça va mener, mais je pense que ça va très vite prendre un tournant un peu plus sombre. Et voilà, j'ai très hâte de découvrir ça, mais double d'Ayako Noda, vraiment, foncez, lisez-le, c'est assez exceptionnel. Double, c'est le Lézard Noir. Voilà. Lézard Noir. Il faut vraiment suivre leur sortie au Lézard Noir. Je trouve que chaque fois, c'est des propositions toujours intéressantes. Toujours la dernière fois, c'était Couteau et Piment Vert, pareil, trop bien. Ouais. Non, c'est vraiment de la super cam à chaque fois. Moi, je vais vous parler de l'Auberge de la Vie, pour repartir dans un truc un petit peu plus joyeux. L'Auberge de la Vie, c'est complet en 2 tomes. C'est chez Akata. Akata a eu une très bonne idée pour ce 2e tome. Il est vraiment très épais. Si on compare avec un autre, oui, il fait quasiment le double du format. Voilà, il est vraiment fat parce qu'en fait ils ont rajouté des bonus et des épilogues qui ont été sortis après, qui servent vraiment à offrir une vraie conclusion à la série, parce que sinon la conclusion est un peu abrupte. L'Auberge de la Vie, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est tout simple. Dans l'Auberge de la Vie, on suit au début Sumumo qui se rend à la falaise du suicide. C'est vraiment un lieu très célèbre parce qu'elle en a marre. Enfin voilà, il s'est passé un truc, on ne sait pas trop, on va en apprendre plus au fur et à mesure dans les 2 tomes. Et sauf que juste à côté de cette falaise du suicide, il y a une auberge qui s'appelle donc l'Auberge de la Vie, qui recueille les gens qui ne vont pas bien, qui veulent se suicider. Généralement, ils passent quasiment tous par là, en fait, par cette auberge. Et en fait, dans cette auberge, eh bien, on va juste leur apprendre par des choses très simples, genre de la bouffe, genre des discussions, à reprendre goût à la vie. Ce qui est très intéressant, et c'est abordé très rapidement dès le 1er tome, c'est que c'est pas misérabiliste, c'est pas nombriliste non plus. C'est vraiment fait avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse.
Et surtout aussi, ce qu'il y a très bien, c'est que c'est pas juste des gens qui veulent se suicider. Ça peut être des gens qui ont perdu des proches, des gens qui sont en conflit dans leur couple. Vraiment tout un tas en fait de situations de la vie qu'on va découvrir et donc plein de personnages en fait. Chaque chapitre c'est quasiment un personnage d'une situation. Quelqu'un qui arrive dans l'auberge, quasiment le même schéma à chaque fois. Quelqu'un arrive dans l'auberge au début du chapitre, il va exposer sa situation où les tenanciers, les employés de l'auberge vont découvrir cette situation-là et ils vont chercher à aider voilà, cette personne-là. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, sous Momo, donc au début, elle veut se suicider, elle tombe sur cette auberge et elle va faire intégrer dans l'équipe. Parce que les gens en fait comprennent qu'elle a vraiment besoin de trouver du sens à sa vie. C'est quelqu'un qui est complètement paumé à ce moment-là. On va en découvrir vraiment plus et c'est très bien fait au fur et à mesure des pages. Donc c'est vraiment un récit très simple, pareil, c'est la tranche de vie, mais c'est bien fait, il y a des petits mystères qui sont mis en place, notamment sur la tenancière de l'auberge, parce qu'on ne sait pas trop quelle est sa réelle identité, il y a un petit mystère qui crée là-dessus. Ce qu'a fait Sumomo pour avoir envie de se suicider, pareil, il y a un mystère aussi. En fait, quasiment tous les employés de l'auberge en fait, ont un secret qu'ils gardent en eux, pas une part sombre, mais quelque chose voilà, qui les bouleverse et qui leur fait un nœud au bide et au cerveau et qui les empêche un petit peu d'avancer. Donc c'est vraiment très très bien, une très très belle lecture, c'est lumineux, c'est humaniste, c'est vraiment une très chouette lecture. Je vous recommande très très fortement de foncer sur l'auberge de la vie, comme je le disais, c'est complet en 2 tomes, donc vraiment allez dessus. Et puis les dessins sont, c'est pas des grands dessins, mais c'est des beaux dessins bien expressif qui prennent leur temps avec la mise en case. Voilà, c'est en toute simplicité, mais c'est bien fait à chaque fois, quoi. Voilà. Ouais, il y a des moments de cuisine, putain, t'as envie de bouffer après. Donc l'auberge de la vie, très très bien chez Akata. Akata, pareil, j'adore. Akata, ils sont cool, ils ont un bon catalogue. Ils ont un bon catalogue, c'est chouette. Alors, de quoi parler? Je vais quand même parler de Tsubaki, je pense. Alors Tsubaki, donc c'est une nouveauté, c'est un tome 1 chez Omake Manga. Que dire, Tsubaki, c'est plus ou moins un recueil de plusieurs petites histoires en fait, qui tournent autour donc, de ce personnage Tsubaki. C'est une Matagi. Et donc ça se situe plus ou moins dans un temps ancien, donc c'est au Japon. Dans un temps un peu ancien, on sait pas trop parce que bon, c'est pas vraiment historique. Et elle s'occupe de plus ou moins protéger la montagne et l'esprit de la montagne. En gros, c'est ça, c'est une fille qui vit seule dans la montagne, elle est isolée et elle vit loin des villages. Et voilà. Et elle va, en fait, dans chaque petite histoire, plus ou moins, elle va aller à la rencontre de... elle va tomber sur des personnes qui auront des problèmes divers et différents et avec lesquels elle va... qu'on va suivre, du coup, le temps d'un chapitre, en fait. C'est très glauque. En fait, c'est axé un petit peu horreur, c'est-à-dire que je m'y attendais pas forcément en le lisant, mais il y a eu des moments qui m'ont vu. Ouais, ce que j'allais dire, t'aimes pas trop l'horreur? Ouais, ça m'a un peu refroidi. En fait, je m'attendais pas avec la couverture. Mais c'est une lecture qui est très chouette. En fait, c'est marrant, on va beaucoup suivre des personnages féminins. C'est-à-dire que dans chaque petit chapitre, souvent, c'est un problème vachement féminin, avec limite des histoires presque d'harcèlement sexuel, presque de mise en péril de presque... De la vie d'autrui. Ouais, et sur des petites filles de 10 ans, enfin des trucs affreux quoi. Et elle qui est plus ou moins là pour rétablir, alors pas vraiment la justice, parce qu'elle le dit à un moment, son arme elle est pas faite pour tuer, elle est faite pour libérer les âmes. Et en gros elle s'occupe plus des âmes en peine et des âmes perdues et de la protection de la montagne. Donc elle dit allez-vous-en, vous êtes en train de souiller l'équilibre de la montagne, truc machin. Mais voilà, donc on la suit dans toutes ces petites histoires, il y en a qui m'ont bien retourné l'estomac. C'est très glauque, très sanglant. Mais il y a une certaine poésie et un certain romantisme aussi, du coup, avec toute cette histoire de l'esprit de la montagne et ce personnage principal, en fait, qui vit seul et qui, pour autant, n'est pas dénué d'émotion et d'empathie et qui... Enfin, tu sens qu'elle a quand même un rôle à prendre et à porter, mais que c'est pas forcément aussi facile pour elle non plus que ça. C'est une série qui va se poser en 3 tomes, c'est terminé en 3 tomes. Et voilà, en tout cas ça se lit très bien. C'est ouais, comme je dis, en fait, le rythme il est hyper chouette parce que c'est vraiment les histoires sont courtes mais elles sont bien ficelées. Il y a quand même une grosse ligne, c'est-à-dire qu'on essaie un peu quand même de savoir qui est Tsubaki et quelle est son histoire, parce qu'on ne le sait pas vraiment. À la fin, il y a une petite histoire où on en apprend un petit peu plus sur cet esprit de la montagne et sur elle. Parce qu'apparemment, quand même, il explique que c'est pas forcément courant d'avoir des Matagi comme ça seuls.
C'est-à-dire que normalement, ce sont plutôt des guerriers au sein d'un village, en plus des hommes. Là, c'est une femme qui vit seule dans la montagne, donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Et voilà. Gros gun. Mais ouais, non, puis elle est très stylée. Les dessins, ils sont chouettes aussi, ils sont sympas. Il y a une belle ambiance dans les dessins. Ouais, c'est vraiment cool. Bah, c'est malaise. Oui, mais ce que j'allais dire, c'est malaisant. Ça fout un malaise pas possible. Genre, les piges des mecs là déjà. Ouais. C'est horrible, mais c'est horriblement bien fait, donc. Bah, mais, ouais, même là, le visage, par exemple, sur cette planche-là, le visage, ça fait un peu angoissant. Ouais, mais il y a un moment qui est horrible, mais. Mais ils ont des piges, franchement. Parce que ça on dirait qu'il ça va spoiler tout le monde, mais. Ouais, mais. Ok, ça a l'air sympa. Ouais. La cover est magnifique, je trouve. La cover est super belle. Ouais, puis c'est fini en 3 tomes, donc je pense que ça va être cool. Très chouette. Je pense qu'ils aiment bien maquiller les séries en 2 tomes, parce qu'il y a le poinçonneur qui était en 2 tomes aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a le poinçonneur aussi, ouais. Donc, ouais. Enfin bon, voilà. En tout cas, pareil, c'est une nouveauté qui est bien sympa pour les amateurs d'horreur et de glauque. Et voilà, chouette. Ok. Je vais vous parler d'une nouveauté qui sort demain chez Naban. C'est Venus Wars, qui sera complet en 2 tomes. Gros pavé, parce que même si on le met à côté de... attends, on avait double. Voilà. On est encore sur un plus gros format. Et là, on a un format dont on a l'habitude, les lecteurs de comics. Là, bien en main, bon pavé. Presque un omnibus. 500 pages de contenu dedans. Venus Wars, c'est une série assez ancienne des années 80. Je me suis pas trop renseigné dessus, mais c'est ce que j'en ai compris. Et là, c'est la première fois que c'est proposé en français. Donc c'est vraiment quelque chose de culte au Japon. Et Naban fait un format inédit parce qu'il n'a même pas été proposé au Japon, ce format. Ah ouais ? Un format aussi Mastoc. Ouais. Donc je pense que ça a dû être découpé parce que c'est plusieurs petites parties à chaque fois de 150 pages à peu près. Donc là, alors je l'ai pas fini parce qu'il est tellement balèze que bon, il y a du contenu. Mais voilà, quand on l'a reçu l'autre jour, j'ai eu un coup de cœur sur la couverture. Je me suis dit, putain, faut que je le lise parce que ça me fait trop envie. J'adore la SF rétro des années 80. Moi, je suis un passionné de Gundam, de Albator, de Captain Flamme, tous ces trucs-là. C'est pas ma génération, mais vraiment, je kiffe. Et donc, dans Venus Wars, eh bien, on se situe au début du 21e siècle. Bon, évidemment, dans les années 80, le 21e siècle, tout le monde voyait ça comme la course aux étoiles et tout le truc. On est sur la planète Vénus qui est devenue habitable suite à une catastrophe naturelle dessus. Un astéroïde s'est craché et a modifié complètement la structure. Voilà. Donc les humains, évidemment, comme c'est des fils de timpe, eh ben, ils se sont dit on va s'installer dessus. Bah ouais, pourquoi pas. Et donc voilà, il y a deux grandes puissances, en fait, 2 grandes nations qui vont se former à partir de là. Et qui, bah évidemment, c'est des humains, donc ils vont faire quoi? Ils vont se foutre sur la gueule, évidemment. Parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre. Donc c'est top. Donc au début de l'histoire, ça fait 70 ans que la planète Vénus a été colonisée. Et là, on suit la 4e génération en fait de colons, avec Hiro qui lui est né sur la planète et qui participe à un sport très violent, une course à moto qui s'appelle Rolling Game, et qui va se faire engager parce qu'il a des dons de pilote incroyables. Et l'armée développe une moto de 1 tonne, je crois, je sais même plus combien. Enfin bref, un truc complètement débile. Mais ils développent une super arme sur moto, donc ils ont envie de le recruter parce qu'il est super fort. Et voilà, ils veulent en faire une arme vraiment stratégique dans leur guerre contre les adversaires. Donc les adversaires, c'est Ishtar. C'est très dense, c'est très complet. On suit Hiro, mais on suit aussi d'autres personnages, notamment une jeune fille qui est, qui est membre de l'armée, qui se doute qu'il y a un truc qui va pas, ou il y a un truc qui pue très rapidement. Voilà, très rapidement, ça se transforme aussi en guerre totale. Voilà, il y a vraiment... C'est typique de cette SF japonaise où derrière on sent les thèmes du pacifisme, de l'antimilitarisme, anti-guerre, enfin voilà. Ça se ressent énormément. Et donc rien que pour ça, moi je trouve que c'est hyper bien écrit, hyper bien ficelé. Et puis il y a aussi un truc, bon les japonais sont très forts sur les designs, et même dans les années 80, les designs de vaisseaux ou les designs simplement des scènes de baston, bah ça défonce. Hein. Je suis désolé mais ça déboîte. On a des planches en couleur aussi au tout début qui sont juste incroyables. C'est bien beau, ouais. C'est une beauté, vraiment. Voilà, faut aimer la SF des années 80, parce qu'évidemment, ça a un côté un petit peu rétro. Bah, ça respire Akira quand même. Ouais, très fortement. Au niveau la moto, tout ça. Oui. Le design, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment le talent des Japonais pour le design. J'essaie de vous retrouver la moto, justement. Bah, il est sur la dernière de couverture, je crois. Ah bah oui, je suis bête. Sur la dernière couverture, voilà, vous voyez cette super moto.
Donc voilà, j'ai très très hâte de le compléter, de le terminer parce que vraiment c'est une grosse claque. Beau, hein. Ouais, le bouquin, enfin Il est voilà, beau, il est massif. Hein. Il est vraiment ouais, très très il est fat. bien beau. Et oui, ça fait format un peu Shonen Jump. Ouais. Mais ouais, il est bien beau, franchement. Je vous confirme, mais ouais, il y a plus de 500 pages. Ouais, c'est ça, il y a un peu plus de 500 pages dedans. Et je crois que c'est qu'en 2 tomes. Et c'est qu'en 2 tomes, ouais, c'est ça. Il y a plein de bonus à la fin, des illustrations préparatoires, un glossaire aussi, une interview du créateur. Enfin, vraiment, c'est vraiment super bien. Ouais, j'ai hâte de continuer à foncer dessus. Mais voilà, si vous aimez les séries façon Gundam, le mecha, les designs et la SF des années 80 japonaise de manière générale, foncez dessus parce que c'est vraiment très très bien. Donc c'est 25€, c'est un beau pavé, mais franchement ça mérite le prix. Hein. Ouais, il est trop. Puis cette couleur là, orange. Ouais, la couleur orange un peu rouille. Hein. J'adore. Ouais. Elle est magnifique. Je trouve que ça rend très très bien dans la bibliothèque. Derrière, du coup. Naban fait vraiment un beau taf là-dessus. Franchement. Et ça a été confirmé aujourd'hui que Gundam allait revenir en manga chez Vega Dupuis. Je suis content. Voilà. Et Gundam c'est la vie. Ah oui, alors. Oui, ça toi, oui. Continuons de parler de choses très bien parce que, comme beaucoup le savent, cette semaine c'était la sortie du tome 42 de Berserk. La semaine dernière. C'était la semaine. Ah bah oui. C'était le jour dernier, ça en plus, je suis bête. Donc c'était la sortie du tome 42 de Berserk et pour l'occasion, on va rediscuter un petit peu de Berserk et de ce que c'est pour ceux qui connaissent pas et de pourquoi est-ce que c'est quand même très important de lire Berserk. Alors attention, installez-vous. Ouais. Non, alors Berserk c'est de la dark fantasy dans toute sa splendeur et dans ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire que c'est la meilleure œuvre de dark fantasy que j'ai jamais lue de ma vie. Et c'est l'œuvre de la vie de Kentaro Miura. Miura qui nous a quittés trop tôt il y a quelques années. Et qui a donc délégué son œuvre à... son assistant ou son ami de toujours, Koji Mori. Et ce tome 42, c'est Mori. Donc c'est plus Miura qui est aux commandes, parce que il peut plus, logique. Et cependant, il suit quand même les traces de son ami de toujours, et à la fin, il y a un petit mot qui explique que voilà, c'est Maître Miura qui leur a donné toutes les indications dont ils avaient besoin dans ses carnets pour terminer cette œuvre gigantesque qu'il avait commencée. Berserk, c'est l'histoire de Guts. Donc Guts qui est l'épéiste noir. Je vais essayer de pas trop en dire parce que c'est une œuvre que je pense qu'il faut vraiment découvrir dans sa lecture. J'ai toujours pas lu donc. Non, je vais donner quelques indications. J'ai pris plusieurs tomes pour vous montrer les dessins et l'évolution un petit peu et les différences. Mais donc voilà, on va suivre Guts, l'épéiste noir, qui est un personnage très sombre, très torturé. Et ça, on le voit dans les 3 premiers tomes. Et on ne comprend pas trop. Au début, il fait très, très anti-héros en fait, c'est-à-dire que tu as l'impression presque d'être face à un antagoniste, quelqu'un qui a très peu d'empathie, qui est très dur, qui est vraiment une carapace énorme, quoi. Et tu te demandes un peu ce qui lui est arrivé et pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Et ensuite, donc c'est ça, on va être les 3 premiers tomes. Ça peut être un peu complexe de se lancer dans cette œuvre parce que c'est presque des hors-séries, c'est-à-dire que ça fait pas vraiment partie de la série complète. Et ce sont des tomes, je crois que ce sont les 3 premiers si je dis pas de bêtises, hein, mais ou peut-être les 5 premiers, je sais plus. Non, je crois que c'est les 3 premiers. Et donc après ces tomes-là, on rentre dans le passé et l'enfance de Guts et son histoire, et ensuite on rentre vraiment dans le gros qu'est Berserk et dans ce que c'est. Et pour essayer de pas trop en dire, ouais, j'attendais confirmation, mais donc c'est ça, c'est bien les 3 premiers. Pour ne pas trop en dire, c'est l'histoire de Guts et de Griffith et de Casca. Voilà, je vais essayer de faire ça. Qui étaient tous dans une bande de mercenaires, tous ensemble, jusqu'à une grande tragédie, quelque chose d'affreux qui va se passer, qui va séparer les amis de toujours. Guts va également... Enfin bon, va se retrouver seul. J'ai très peur de spoiler, je peux pas spoiler. Mais donc voilà, Guts va se retrouver seul et c'est la quête de Guts, sa quête de vengeance, de justice et sa grande histoire de solitude en fait. Guts, c'est un personnage qui va être très seul, qui va se retrouver... qui a commencé seul et qui va se trouver des compagnons, des amis, qui va plus ou moins tout perdre et qui va se retrouver seul à nouveau et qui va être en quête donc de
de ce petit bout de vie en fait et d'essayer de retrouver quelque chose qu'il avait autrefois, on va dire ça comme ça. Mais il y a tellement en fait de couches à cette œuvre et à cette histoire que je peux pas dire grand chose sans trop en dire, c'est trop compliqué. Mais faut savoir que dans Berserk on suit des personnages qui sont tellement bien écrits, avec Guts, c'est un protagoniste qui est exceptionnel. Et l'antagoniste de cette œuvre, il est tout aussi rageant et détestable et tellement bien écrit. C'est exceptionnel. J'en ai souvent entendu parler de l'antagoniste de Berserk. Ouais, bah ouais, il est assez marquant, je vais pas mentir. Mais voilà, et en fait, Miura, il a beaucoup joué avec ça aussi. Guts, qui a un chara-design qui est très dur, qui est très prononcé, il est très sombre, les cheveux noirs, le visage fermé, mais qui au fond... Enfin, il est seul pas parce qu'il l'a choisi, Guts, en fait. C'est pas un personnage qui a envie d'être seul de base. Il est plus condamné à être seul et à vivre cette solitude. Et il a son épée avec lui. Et ça lui convient bien. Même si, bon, quand même, dans cette aventure si tragique, il va se trouver des compagnons de chemin. Notamment le petit Puck qu'on a dès les premiers... je crois dès les premiers tomes. Ouais. Puck, c'est une petite fée. Ah, c'est elle. Enfin, un petit fait, ouais, qu'on voit au dos de chaque tome. Ouais, c'est ça. Sur la 4e de couverture de tous les tomes, il y a... Les dessins, il y a Puck. Je suis époustouflé par les dessins, quand même. La progression, là j'ai juste feuilleté, donc t'as fait Ouais. le tome 1, le tome 22, le tome 42, putain mais la progression quoi. C'est assez exceptionnel. En gros, donc c'est ça. Bah alors, Miura, ça a toujours été un dessinateur extrêmement talentueux. Il fait partie de ces mangaka qui avaient la main mise sur leur œuvre. C'est-à-dire que personne ne touchait à ses planches. Mis à part donc Koji Mori, son assistant, qui a pris part un peu plus tard, au fur et à mesure de son œuvre. On a eu des planches de Mori au fur et à mesure de Berserk. Mais c'est quand même quelque chose qu'il a beaucoup écrit seul et dessiné seul. Et c'était son trésor en fait, c'était son bébé Berserk. Et donc, il y avait un rythme de parution très lent. C'est une vieille œuvre. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a une si grosse évolution dans les dessins. C'est que, mine de rien, oh là là, j'ai plus l'année en tête. Mais je me rappelle en avoir parlé et que c'est bien plus vieux que ce que je pensais. Je crois que c'est les années 80. C'est les années 80. Ouais, je crois que c'est les années 80. Et pour les années 80, c'est déjà un style tellement unique en fait. C'est déjà hyper Parce moderne. que là, on est sur le premier tome. Et voilà quoi, c'est déjà très très joli. Mais c'est pas encore ce que c'est devenu après. Mais c'est marrant parce que la dernière fois donc, je parlais de Dark Souls, le manga Dark Souls Redemption qui est sorti, donc qui est français. Et enfin voilà, les créateurs de Dark Souls, From Software, sont des grands fans de Berserk. Et tu feuillettes les planches et tu comprends pourquoi en fait. Tu comprends d'où ils ont tiré toutes leurs inspirations, les designs de certains ennemis par exemple. C'est incroyable. Bah, de toute façon, Berserk, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais les planches de Miura, elles sont tellement exceptionnelles. Non mais c'est détaillé, c'est hyper chiadé. Ouais. La composition, tu sens qu'elle a été réfléchie, pensée intelligemment à chaque fois. Non, et puis tu sens que c'était c'était son bébé quoi. Ouais. Il y passait... Oui, donc pour dire, le rythme de parution de Berserk, c'était peut-être un tome par an si on avait de la chance. Ouais, bah, c'était longtemps en pause, je me souviens. Ça a été longtemps en pause. Et au final, ça restait quand même... Et c'est pas qu'il travaillait pas et qu'il avait la flemme, c'est qu'il était tellement perfectionniste dans son œuvre que voilà, ça a pris du temps, mais il nous a quand même pondu un petit bijou. Berserk, c'est vraiment incontournable dans le manga. Donc pour ceux qui... Bah même quand tu y connais pas en manga, enfin typiquement moi qui ai été assez éloigné pendant des années du manga, j'entendais tout le temps parler de Berserk. Ouais, vraiment. Non, bah c'est ça, mais parce que je pense que c'est une œuvre qui transcende les genres littéraires, tu vois. Si t'es fan de comics, y a pas de raison que t'aimes bien... que t'aimes pas Berserk en fait. Si t'es fan même de romans ou de films, de fantasy, de... De toute façon, à partir du moment où t'aimes la fantasy, Berserk, je pense qu'il ça fait partie des énormes œuvres de fantasy qui sont uniques et qui ont apporté quelque chose en fait au genre. Et pour ça, c'est quand même très très fort. Oui, c'est ça. Ah oui, voilà, un chapitre par an parfois. Ouais, non, c'est vrai que le rythme de parution était vraiment très long. Non, mais voilà, donc on a un peu souffert et malheureusement Miura il nous a quittés. Mais pour ceux qui ont des doutes vis-à-vis de la suite de Berserk, est-ce que ça vaut le coup de se lancer maintenant alors que l'auteur n'est plus? Eh bien, ne vous en faites pas, le tome 42 est sorti et Miura n'y a malheureusement pas contribué. Pour autant, c'est toujours excellent
et on retrouve la patte de Miura. Enfin, c'est-à-dire qu'on sent que que Molly, il a été autour de Miura toute sa vie, ses dessins et ses illustrations. Elle respire la patte de Miura. Et franchement, je pense que personne n'aurait pu reprendre cette œuvre mieux que lui, il le fait. C'est voilà, il fait honneur à Miura dans tout ce qu'il pourrait faire et je trouve que ça vaut le coup quand même de commencer Berserk, de se lancer dans cette superbe collection et un jour je pense qu'on aura une fin et qui sera probablement à la hauteur des espérances de Miura parce que à mon avis Mori il y met tout son cœur. Mais voilà, en tout cas c'est une œuvre qui est dure, qui est difficile à lire, donc pour les âmes un peu plus sensibles il faut peut-être pas se lancer dedans, mais ouais, ça se coud, hein, je sais que j'ai souvent entendu. Ça se coud bien, il y a beaucoup de thèmes très 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 difficiles et c'est pas pris avec des pincettes. C'est très brut, c'est voilà. Mais n'hésitez plus en fait, faut lire Berserk. Tout simplement. C'est difficile d'en parler parce que c'est une œuvre qui est tellement grande et complexe, mais voilà, il y a toute une dimension presque. Je sais pas comment dire, il a presque créé il a créé un monde de A à Z avec sa mythologie et tout ce qui l'entoure. Et il y a un truc presque divin dans Berserk qui est très glauque et qui vaut vraiment le coup. Enfin bref, voilà. Je m'arrête là parce que je sais plus où aller, mais... Tu pourras en parler des heures. Ouais, mais il faut lire Berserk. Lisez Berserk, Lisez Berserk. Alors, faut le dire, sur Excalibur Manga, à peine on s'est lancé, c'était déjà une des grosses ventes du site. Hein. Donc on sent qu'il y a vraiment un gros public derrière, et même un public comics va lire Berserk. Donc ça c'est cool. Bah, je pense que c'est vraiment une œuvre qui te marque à vie en fait, et dont tu te défais pas. Tu lis Berserk et ensuite tu la portes un petit peu avec toi cette œuvre. C'est ce genre d'œuvre et c'est des œuvres qu'on aime bien lire. Bien, c'est cool. Moi je vais vous parler de Tank Chair. Ceux qui suivent Excalibur Comics, le patron en a parlé la semaine dernière, il m'a donné envie de le lire, alors que je pensais que c'était juste une grosse connerie, vu le synopsis et la couverture absolument affreuse qui nous ont pondu chez Kana. Enfin franchement, je la trouve laide cette couverture. Oui, les choix de couleurs sont moches. Ah, c'est affreux. Ouais. Bref, ne vous arrêtez pas à la couverture qui, pue un peu. Eh bien, il faut vraiment... Tank Chair, faut être un petit peu curieux et dépasser vraiment ce visuel qui n'est pas forcément très élégant. De quoi ça nous parle? Bien, vous le voyez, c'est un mec en fauteuil roulant qui a des armes dans tous les sens. C'est Nagi, c'était un tueur à gages, c'était le meilleur dans sa partie, un peu comme Wolverine dans les comics. Sauf qu'un jour, il s'est pris une balle dans la tête en voulant protéger sa frangine. Sa frangine, qui est une inventeuse de génie, eh bien, s'est dit, je vais construire un fauteuil roulant suréquipé. Parce qu'en fait, elle se rend compte que lorsqu'on essaie de le tuer, il sort de son état végétatif, dans lequel il est complètement plongé, et il redevient l'assassin légendaire qu'il était. Donc le pitch paraît complètement débile, mais il y a plusieurs raisons de se brancher dessus et qui rendent le manga intéressant. Déjà, un héros handicapé, c'est très très rare quand même, comme je veux dire dans les œuvres de fiction. Et présenté sur ce jour-là, j'ai envie de dire en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de dépasser son handicap, par un truc un peu magique et mystique, typique du manga, mais qui marche en fait. C'est pas si couillon, ça marche bien. On sent en fait que c'est cette énergie de protéger à la fois sa vie, mais aussi de protéger les gens qu'il aime, et donc notamment sa frangine qui en fait le pousse qui déclenche de l'énergie électrique, une impulsion suffisante dans son cerveau pour le protéger. Puis surtout, c'est très, j'ai envie de dire, dans l'exubérance à chaque fois. Il y a des idées complètement débiles. Son fauteuil roulant se transforme, genre il va se transformer en canon géant. Les roues vont se mettre à avoir des pics pour pouvoir grimper au mur. Donc voilà, c'est complètement débilos. Mais il y a plein de petites idées sympas, et puis surtout on sent que c'est un univers qui va vraiment se construire au fur et à mesure, se développer, et qui va nous amener quand même quelque chose d'assez cool. C'est pas une grande lecture, hein, faut pas le nier, mais c'est une lecture franchement sympa. Pas besoin que d'avoir des grandes lectures. Voilà, c'est ça. Puis surtout, il y a, Nagi, en fait, il va chercher un petit peu à se venger et à découvrir qui a voulu assassiner sa petite sœur. Et donc voilà, sa petite sœur l'aide dans cette enquête-là, et en fait ils vont éliminer au fur et à mesure plein de tueurs à gages différents. Et sa petite sœur veut vraiment l'aider, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il arrive à sortir de cet état végétatif à ce moment-là, mais essayer peut-être d'aller plus loin et de dépasser ce truc-là. Donc il y a vraiment une histoire qui est touchante entre ce petit frère entre ce grand frère et ses sœurs. Puis voilà, il y a un univers qui est un peu débilos avec des mecs, des gorilles, des hommes gorilles qui ont des hommes singes qui ont des mitraillettes. Ça paraît vraiment mais what the fuck complet, mais ça marche. Juste ça marche en fait. On se prend au jeu,
Enfin, voilà, quand je vous C'est disais. japonais. Ouais, c'est ça, c'est très, mais c'est très japonais, ça fait très série B japonaise, mais ça marche. C'est trop drôle. Vraiment, ça marche bien, tout simplement. Ouais, mais ils sont forts à faire des trucs perchés, mais bien. Ouais, mais c'est ça en fait. Mhm. C'est vraiment, tu vois la couverture, tu lis le pitch, tu dis, ouais, bon, mais en fait, ça marche de ouf, quoi. Puis les personnages sont attachants, quoi. Ça marche bien, c'est pas pareil, c'est pas misérabiliste, ni rien, c'est toujours de trouver des touches d'humour à certains moments. Non, Les non. dessins, ils sont beaux, hein. Ouais, les dessins sont vraiment cool. Ils sont... Franchement, c'est assez ils sont charmant. quali. Il y a une grosse patate. Hein. Ouais, mais c'est ça, ouais, Netsuju, je suis d'accord avec toi, c'est assez original en fait. Tout ce que ça a fait, c'est original. Et ça marche vraiment de ouf. Non, ça a l'air sympa. Ouais. C'est vraiment très bien. Genre, il y a un mec qui se met un poulpe sur la tête et ça décuple ses capacités. Enfin voilà, non, c'est vraiment chouette. Franchement, chouette lecture tant que cher, je vous le conseille. Même si la couverture est affreuse. Mais moi j'ai presque plus rien. Ouais, mais moi je vais peut-être pas parler de tout ça non plus, mais je voulais faire un petit point sur parce que la dernière fois on avait parlé donc de. C'était du catalogue non. Non, c'était Kiun. Ah, c'était Kiun. C'était Kiun, c'était de la l'apothicaire. Ah oui, Voyons. non, la dernière fois on avait parlé des tomes à 3€ de Kiun, mais il faut savoir qu'il y a aussi Kurokawa qui ont lancé des tomes à 3€, notamment One Punch Man et Blue Flag. One Punch Man, je vous le présente pas particulièrement, c'était juste pour le notifier parce que bon, je suppose que c'est un titre que tout le monde connaît, a lu, vu, revu, reconnu ou en tout cas beaucoup entendu parler. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est très sympa. C'est un super héros qui est un peu trop fort et qui tabasse tous ses ennemis en un seul coup de poing et qui s'ennuie un petit peu. Et c'est très chouette, One Punch Man. C'est une bonne dose d'humour, c'est un. Ouais. C'est super beau en plus. Et c'est très beau. C'est les dessins de Murata, donc c'est. Donc Murata, c'est celui qui a fait Aishid 21, le manga de football américain, qui est très très chouette. Et donc, les dessins, ils sont hyper quali. Donc voilà. Et là, vous avez le tome 1 pour 3€, donc ça vaut le coup si vous voulez vous lancer dans la collection, si jamais, pour ceux qui aiment bien et qui veulent se lancer. Et moi, je voulais vous parler de Blue Flag un petit peu, car c'est légèrement plus méconnu, même si dans son domaine, il est très connu. Blue Flag, c'est en 8 ou 9 tomes terminés. Et c'est un shonen ai, mais pas que. C'est shoujo, shonen ai. On va suivre, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, Taichi. Taichi, qui est le personnage principal, donc, qui est dans la même classe que son meilleur ami d'enfance. Et une petite meuf toute mignonne. Et dans ce premier tome, il y a une mise en place un peu longuette, où tu sens que cette petite fille mignonne, elle a un crush sur le meilleur ami. C'est la mise en place en fait d'un triangle rectangle amoureux, où on va se rendre compte que donc Taichi va plus ou moins craquer pour cette jeune fille craque pour le meilleur ami craque pour Taichi aussi, également. Et voilà. Et donc, et puis alors il y a la meilleure amie de la fille qui aime bien la fille aussi. Enfin bon, bref, voilà. Donc c'est plein de. C'est un bordel. C'est tout le monde est amoureux de tout le monde. Ah, Mais en fait, ça met en place une histoire de découverte de soi et elle est exceptionnelle. Moi, quand je l'ai lu, j'ai fait que pleurer pendant toute ma lecture. Non, mais c'est hyper touchant et qu'on aime la romance ou qu'on n'aime pas la romance. En feuilletant, je comprends pourquoi t'as chialé tout. Ouais, et genre. C'est vraiment un slice of life, mais dans ce qu'on. Enfin, une tranche de vie, dans ce qu'on fait du mieux. C'est une des meilleures que j'ai jamais lues de ma vie, je pense. Et c'est marrant parce que ce tome 1, il est quand même très classique. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression que tu pars sur un shoujo un peu basique d'un mec qui tombe amoureux d'une meuf. Et à la fin, il y a ce shift. Et c'est là que ça prend toute cette dimension où, en fait. Où tu vas suivre des adolescents dans essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui leur arrive. Et au-delà de ça, je saurais pas exactement non plus comment dire sans spoiler en fait, mais voilà, qu'on aussi des complexes. Non, c'est pas des complexes que je voulais dire. Des barrières. Ouais, enfin bon, qui essayent de se découvrir et de grandir, c'est le passage à l'âge adulte. Et parce qu'ils sont sur leur fin de lycée, je crois, ou peut-être début de lycée. Mais tu vois, les deux meilleurs amis, ils sont beaucoup éloignés avec le temps. Fin de lycée. Ouais. Ils sont beaucoup éloignés avec le temps, et en fait, Taichi, il se reconnaît. Alors, son meilleur ami s'appelle Thomas, et c'est Thomas qui est amoureux de Taichi. Taichi, il se reconnaît plus vraiment dans Thomas, et Thomas, c'est le mec hyper cool, populaire, il fait du sport, du truc. Taichi, c'est le petit geek, tout seul, il a pas beaucoup d'amis.
Bon, ça se voit un peu déjà sur la couve. Et il comprend pas trop en fait pourquoi Thomas est ami avec lui. Pourquoi est-ce que des gens s'intéresseraient à lui? C'est un mec qui a pas du tout confiance en lui. Et qui se trouve un peu nul en fait en général. Il se dit bah ouais, je suis un peu une merde. Je vois pas pourquoi est-ce que les gens m'apprécient. Thomas, lui, c'est encore autre chose parce qu'il y a toute cette. Ces mecs populaires, toutes les meufs sont à ses pieds un peu. Enfin bon, c'est. Voilà, mais tout lui réussit dans la vie, mais lui, il a cet énorme truc qui fait qu'en fait, il est amoureux de son meilleur ami depuis qu'il est gosse. Et il sait pas comment accepter ça et comment vivre avec cette chose-là, parce que d'autant plus qu'il a peur et de perdre son amitié, et de perdre le respect de tout le monde, et cette dimension de se découvrir et de se découvrir différent des autres, en fait. Et pour autant, cette relation qui est précieuse entre tous les personnages qui veulent entretenir et qui veulent se garder proches les uns des autres, mais parfois c'est un peu plus compliqué que ça. Et en fait, c'est les relations humaines et l'adolescence, et c'est brut, c'est beau, c'est bien fait, c'est simple et c'est juste. Et voilà, c'est Blue Flag, et c'est super, super chouette. Donc pour ceux, personnellement, c'était ma porte d'entrée dans le Shonen Ai. Après, j'adore la slice of life et les shoujo. Enfin, moi, j'aime un peu tout en fait. Mais donc, c'était un peu ma porte d'entrée, et je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde. Et je vois pas pourquoi est-ce que ça plairait pas. Donc voilà. Même si ce premier tome, il est un peu classique, dès qu'on arrive dans les tomes 2, 3, tout de suite ça prend une autre dimension où c'est pareil, on creuse les personnages dans tout ce qu'ils ont à nous donner en fait, et ça donne des frissons, ça fait pleurer, c'est superbe. Et voilà. C'est la vie, quoi. Non, mais c'est vraiment chouette. Blue Flag, pareil, je le dirai jamais assez, mais. Ouais, tu nous en parles souvent. Ouais, parce que c'est vraiment une superbe lecture que j'ai dévorée, c'est-à-dire que passé le tome 1, j'ai pas pu la lâcher. Et voilà. Mais il faut pas avoir peur des romances ou juste des tranches de vie, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas une énorme intrigue qui porte le récit que le récit il vaut pas le coup pour autant. Et ça fait partie des récits qui valent le coup et qui sont pas à mettre de côté. Donc voilà, je vous encourage vivement à vous lancer dedans. C'est chouette, faut pas négliger ce genre de récit. Surtout à 3€. Ouais, à 3€, c'est vraiment facile de. En fait, on a toute une page sur Excalibur Manga où on recense justement tous les tomes à 3€. Donc allez dessus, voilà, Kurokawa, on vous a présenté One Punch Man et puis Blue Flag. Il y a plein aussi d'autres titres, il y a Satan 666. Ouais, il y a Mob Psycho, et il y a Moi quand je me réincarne en slime aussi. Ouais, aussi. Donc voilà, il y a pas mal de trucs, je crois que parfois, enfin Satan 666, il y a les 3 premiers tomes, je crois, qui sont à 3€. Tout à fait. Donc voilà, c'est quand même cool. Bah écoutez, moi je vais terminer avec celui-ci, Leçon de vie avec grand frère Uramichi. Il y a le tome 2 qui est sorti là, la semaine dernière, j'ai pas encore eu le temps de le lire, c'était sur ma liste d'attente en fait, et comme le tome 2 est sorti, je me suis dit, bah faut peut-être que je lise le tome 1, dis donc. Donc je l'ai lu. Alors qu'est-ce que c'est Leçon de vie avec grand frère Uramichi? En fait, c'est le nom d'un segment dans une émission dans laquelle intervient Uramichi justement, qui est voilà, un cast member dans une émission très populaire pour enfants. Et alors c'est un trentenaire, je pense typique des trentenaires japonais, le mec complètement déprimé, il sait pas pourquoi il se lève le matin. Quand il se lève, il est content, et dès qu'il arrive au boulot, il tire une gueule, pas possible. S'il pouvait se pendre en direct, il le ferait. Donc c'est vraiment un récit où on peut se dire, waouh, ça va pas du tout filer la patate, et en fait c'est fait avec une espèce de légèreté et un humour qui est assez ravageur et dévastateur. C'est-à-dire qu'en fait les enfants sont toujours en train de lui poser des questions, et des questions sur la vie, quoi. Et il répond avec une nonchalance et un cynisme absolu. J'ai essayé de retrouver un truc, une des premières phrases qu'il. Ça a l'air bien marrant. Voilà. Il y a une petite fille par exemple qui lui dit hey, grand frère Uramichi, t'as la voix enrouée, dis donc. Et lui répond bah oui, c'est parce que j'ai trop bu hier soir. Tu vois, enfin voilà. Il n'a pas de filtre du tout, vraiment, mais. On se demande même, ça se voit que c'est une fiction parce qu'on se demande même comment il fait pour encore intervenir à la télé, tellement il est complètement en freestyle. Mais ça marche en fait. Et surtout, ça pose un regard assez. Ouais, non mais voilà. Ça pose un regard assez, comment dire, réaliste en fait sur la vie d'un trentenaire. Je pense notamment au Japon, mais de manière générale en fait en Occident, avec des mecs qui font des jobs pour lesquels ils savent pas trop pourquoi est-ce qu'ils font ces boulots-là, qui n'ont plus vraiment de motivation et qui trouvent plus de sens là-dedans, et où la société ne leur offre pas non plus un sens. Et enfin voilà, il est dirigé par un réalisateur qui est un vrai tyran, un vrai connard. Il y a plein de trucs, enfin voilà, qui se mettent en place. Les cast members à côté, il y en a plein, ils sont jaloux parce que
lui soi-disant il est à l'aise, tu vois. Enfin, chacun le perçoit en fait d'une façon complètement différente, alors qu'il n'est pas du tout comme ça. C'est quelqu'un qui n'a personne dans sa vie, qui rentre chez lui, qui pionce, qui regarde la télé et qui boit. C'est vraiment quelqu'un de très très déprimé. Et je suis assez curieux de découvrir la suite de Grand Frère Warmichi pour savoir justement où va continuer en fait le portrait du perso. Voir si on continue dans ce truc-là avec ce personnage toujours en cynisme perpétuel ou si on va lui donner l'occasion de rebondir à un moment donné. Pareil, je sais pas en combien de tomes ça va être. Je veux te dire, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tomes. Hein. Ouais, il me semble que c'est ce que tu... Non, il y en a peut-être plus. Il y en a plus que 2, je pense. Parce que le deuxième, non, le deuxième oui, il y a le une 2, c'est beauté. pas une fin. Non, c'est pas une fin, le deuxième. Mais enfin voilà, c'était vraiment une chouette lecture. Je trouve que ça marche très très bien. Si vous voulez en découvrir plus sur la société japonaise, enfin voilà. Ça a l'air marrant. Ouais. Ça, c'est quand il part au boulot. Donc il est super motivé. Et genre 3 pages après, il va faire. Voilà, il fait la gueule. Il tire une tronche de 3 pieds de long, il a envie de se pendre. Mais voilà, c'est vraiment vraiment, il y a un regard très cru sur la société japonaise. Mais c'est pas fait avec réalisme et avec une envie de se foutre en l'air. Au contraire, c'est fait avec une légèreté, un humour. Ouais, c'est sarcastique. C'est hyper sarcastique, c'est cynique, hein, c'est ce qu'ils disent. Oui, un hymne cynique. Un hymne cynique à la vie d'adulte, et c'est exactement ça en fait. Enfin, vraiment, c'est complètement cynique et c'est juste dire, à un moment donné, si tu te plais. Je pense que ça va être ça le discours, c'est que si tu te plais pas quelque part, change quoi. Fais autre chose, tu arriveras toujours à trouver quelque chose de mieux, ça vaut pas le coup de te faire chier quoi. Mais voilà, c'est assez intéressant, surtout qu'il y a ce rapport avec les enfants, et du coup, qui lui pose des questions complètement naïves, et lui il répond vraiment avec la froideur d'un mec dépressif et trentenaire. C'est excellent quoi. Et à chaque fois, on est mort de rire, mais en même temps, on se dit putain, le pauvre gars quoi. Ouais, c'est un peu glauque quoi. C'est glauque. Tu ris de sa dépression. Tu risques de sa dépression en fait. Mais voilà, c'est pas fait non plus pour se moquer des gens qui sont dépressifs quoi. Tu vois, c'est quand même. C'est juste pour détacher. C'est pour créer un détachement et pas trop faire dans le frontal. Mais ça marche. Ouais, mais ça marche ça tape bien quand même. Et ça tape juste. C'est ça qui est assez impressionnant. Ouais. Est-ce que tu veux parler d'autre chose? Non, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. Bon. On a fait un live un petit peu rapide. Il y avait Ichinose, Deadly Family Sins. Voilà, le tome 3 est sorti. Je l'ai lu, le tome 3, mais. Ça continue super bien. C'est ça, c'est tout en continuité, c'est-à-dire que on suit encore. Mince, comment il s'appelle? Ah oui, Tsubasa. On suit encore. C'est ça. On suit encore Tsubasa dans son aventure. Pour ceux qui connaissent pas Ichinose Family, c'est l'histoire de Tsubasa qui va se réveiller un beau jour avec une amnésie. Et on va lui dire ah oui, t'as eu un accident de voiture en fait avec toute ta famille. Et aucun d'entre vous ne se rappelle de rien, ni des uns et des autres, ni de rien de tout ce qui se passe. Et jusque-là, ils se disent ok, pas grave, on va réapprendre à se connaître, on va revivre ensemble, on va se reconstruire, ça va être super, et ça part hyper enjoué. Ouais. Et ensuite, ils rentrent chez eux, et d'un coup, tout est plus ou moins cassé, et ça devient tout de suite très glauque en fait, parce que lui, il va rentrer dans sa chambre par exemple, et c'est ça qu'on voit au début, je crois, en premier. À la fin du premier chapitre, ouais. Et t'as sur tous ces murs, t'as écrit meurs. Qui est vraiment tagué partout sur les murs. Hein. Ouais, vraiment, genre t'as l'impression qu'il lui est arrivé un truc, c'est affreux. Ouais. Et il se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? C'est quoi le problème avec ma famille en fait? Et ensuite t'as un peu Ils se retrouvent tous dans la cuisine et ils tirent tous une gueule de déterré et tu comprends que plus ou moins ils ont tous un secret dans leur chambre qui fait que. Donc voilà. Et ensuite, au travers de ces aventures, ça devient de plus en plus bizarre. Et on comprend pas trop ce qui se passe en vrai. C'est-à-dire qu'on a du mal à démêler. Le vrai du faux, il y a une ambiance de thriller paranoïaque qui se met en place. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. C'est de la paranoïa en fait. C'est que tu te dis, personne n'est de confiance. Parce que nous-mêmes, en fait, on devient complètement parano. Il y a que Tsubasa, à la limite, sur lequel on n'a pas trop de doutes. Enfin, on en découvre sur lui, mais en fait, ça se casse très rapidement. Donc, on sent que c'est un individu très naïf et qui a envie de découvrir ce qui s'est passé. Mais sur les autres persos, c'est vraiment très mystérieux. Il y a des trucs. En fait, il est de bonne volonté. Ouais, il est de bonne volonté. Et vraiment, ça accumule les twists, mais ça le fait de manière intelligente. Alors, moi, j'ai quand même toujours peur de la chute, parce que sur ce genre de récit, je me méfie toujours de la chute et je me demande où ça va atterrir. J'ai quand même très très peur, encore une fois. C'est en 6 ou 7 tomes, je me souviens plus. Mais voilà, j'ai quand même hâte de découvrir parce qu'on continue à chambouler le truc, l'histoire se rythme bien. Ouais, et je pense qu'en fait, l'auteur se joue un peu de nous, moi. Oui, parce qu'avec ce tome 3, ça prend encore une autre tournure. Ouais. Mais vraiment, ça prend un tournant, un angle droit, quoi. Donc on dérape. Et c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas. Ouais, mais ça te chauffe quand même. Et ça... Ah ouais, de fou. Bah, c'est quand même cool parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose de très illogique qui reste là. Et tu sens que ça va falloir que ça se démêle.
Et au début, je me suis dit, c'est pas très logique cette histoire. Et en fait, je me suis dit, est-ce que c'est un peu une bourde scénaristique? Et non, ça ne l'était pas, parce qu'elle elle l'a tout de suite inclus dans l'histoire, et en mode, effectivement, il y a encore ce mystère qui reste. Alors, est-ce que c'est vrai ce que je viens de vous raconter? Plus ou moins un peu comme ça. En gros, t'as l'impression qu'elle joue un peu de nous, elle nous donne des infos, ensuite elle dit, ah, est-ce que c'est vrai? Et voilà, donc à la fin du tome 3, un peu perplexe, parce que je pense qu'elle nous mène par le bout du nez, et qu'en vrai, on sait encore trop rien de ce qui se passe, mais ça reste quand même bien, c'est ça, bien de la parano, bien glauque. Puis à des moments, ça te prend de court en fait, tu t'y attends pas, et d'un coup, paf, il y a un truc qui arrive, et tu te dis, oh. Ouais, non, mais c'est bien construit. Donc ouais, c'est ça, le scénar, il est super. Enfin, c'est vraiment très très chouette. Et voilà, et puis c'est marrant parce que Tsubasa il reste tout aussi naïf pendant super longtemps, mais il y a un petit changement qui se fait à la fin de ce tome qui fait qu'il commence à se méfier et à être un peu plus, et ça c'est chouette. Ouais, ça c'est cool parce que moi personnellement c'est ce que je te l'avais dit en plus. Ouais, tu me l'avais dit. Ouais. Tu m'avais un petit peu, je m'étais dit allez, il est quand même bien naïf notre Tsubasa, tu te retrouves dans une maison avec que des inconnus. Alors je sais que c'est quand même très propre aussi au shonen d'avoir un prota un peu naïf et que ça fait avancer l'histoire dans un sens. Mais moi ça me frustrait un petit peu, et là je trouve ça cool que donc ça prenne une autre dimension et qu'ils apprennent un petit peu et qu'ils se disent ok bon, je vais peut-être commencer à me méfier. tiens, ça pue peut-être un petit peu, donc voilà, c'est cool. Après je suis un peu pareil, j'ai peur d'où est-ce que ça va atterrir et de ce que la tournure que ça va prendre et comment en fait elle va démêler tout ça, parce que là elle s'est foutue dans un truc. Mais c'est mis dans une merde. Ouais, mais cool parce que ça se lit trop bien et voilà, c'est très très chouette. Donc pour l'instant, en tout cas, ça continue bien. Si vous voulez vous lancer dans Ichinose Family. En plus, on a des petits... des sous de verre. Ouais, on a des petites sous de verre à l'effigie de toute la famille. Donc on en offre 6 pour l'achat de Ichinose Family. Ouais, il nous en reste un petit peu. Voilà, donc ouais. Si vous voulez vous procurer les premiers tomes, il y a 3 tomes. C'est une série en 6 tomes, je crois. Ouais, 6 ou 7, je me souviens plus. Ouais, donc qui sera très vite fini parce que là, ils la sortent déjà à un rythme un peu effréné. Ouais, bah tout le contenu est dispo. Donc. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais... résumé. Bah ouais, écoute, on va finir là-dessus du coup. Merci de nous avoir suivis pour ce live, on espère que ça vous a plu. Et puis on continuera ça à partir de la rentrée, soit début septembre, soit fin septembre, on va voir, parce que le mois de septembre va être très très chargé en actualité, surtout du côté comics. Donc on verra quand on fait le prochain live, mais on va continuer ces lives là parce que c'est cool. Bien sympa. Voilà. Nous qu'elle aime bien, elle me supporte donc. Pouvoir discuter de nos lectures. Ouais. Donc c'est cool. Donc ça sera pas mal. D'ici là, écoutez, passez un bel été, on vous souhaite de belles lectures. On espère reposez-vous bien. Au soleil si possible. Si possible, ou tous les cas où vous avez envie d'être, et puis au frais surtout. Ouais, c'est clair. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. C'est important quand il fait chaud. C'est ça. Voilà, n'oubliez pas. Et lisez Berserk. Ce sera le mot de la fin. Lisez Berserk. et puis voilà, on se retrouve, n'hésitez pas, excaliburmanga.fr. Livraison soignée, faite avec amour. Bah ouais, tout à fait. On prend soin de vos petits livres. C'est ça, on en prend soin. Donc n'hésitez pas. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Hop.